Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sens Public. C'est parti pour 90 minutes de débat, de reportage et d'analyse. Grâce à nos experts, on donne du sens à l'actualité tous les jours, du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat avec ce soir deux grands thèmes d'actu. L'armée ukrainienne d'abord qui enchaîne les victoires dans l'est du pays, regagne plusieurs axes de ravitaillement et fragilise le président russe. Est-ce le début de la fin pour Vladimir Poutine, l'homme qui tient la Russie depuis 23 ans peut-il perdre le pouvoir? Ce sera notre premier débat juste après ces titres. Et puis ensuite, c'est une date que je vous propose, le 5 octobre 1972. Ce jour-là, Jean-Marie Le Pen crée le Front National. 5 décennies plus tard, il affirme que rien n'a changé. Pour moi, il n'y a rien de changé. Les principes et les éléments de programme sont les mêmes que ceux que je défendais. C'est un anniversaire embarrassant que sa fille ne veut pas vraiment célébrer, mais que reste-t-il du FN, du Front National? Le logiciel idéologique a-t-il changé? Quelles sont les limites de sa stratégie de normalisation? Réponse dans 45 minutes. Mais d'abord, donc, les détails de la contre-offensive ukrainienne ces derniers jours avec Samia Dechir. Chaque jour, ils reprennent un peu plus de terrain. Dimanche, les soldats ukrainiens ont emporté une victoire de taille à Liman, un nœud ferroviaire stratégique pour le ravitaillement de l'armée russe. Depuis, l'armée ukrainienne a reconquis d'autres localités dans les régions de Kherson et de Kharkiv et compte bien poursuivre sa contre-offensive dans les 4 régions annexées par la Russie. Ces territoires font partie de l'Ukraine, c'est notre terre. Je suis originaire de la région de Lugansk, c'est pour ça que je ne m'arrêterai pas avant que le dernier Russe quitte ces terres. Pour l'Ukraine, l'enjeu est de progresser le plus vite possible dans les régions annexées par la Russie avant l'arrivée de l'hiver, car les conditions météorologiques vont bientôt figer les positions des deux camps. Tout au long de cette semaine, de nouveaux drapeaux ukrainiens ont été hissés dans le Donbass. Il y en aura encore plus dans une semaine. Forcée de se replier vers l'est, l'armée russe a reconnu une percée ukrainienne qu'elle affirme avoir stoppée grâce à son aviation. Le Kremlin doit reconstituer ses forces et compte sur la mobilisation partielle pour recruter 300 000 réservistes. Depuis le 21 septembre, une mobilisation partielle est menée dans le pays. À ce jour, plus de 200 000 personnes ont rejoint l'armée. Le Kremlin assure qu'un nombre important de volontaires se seraient présentés d'eux-mêmes pour s'enrôler. Mais plusieurs dizaines de milliers d'autres ont aussi quitté le pays pour échapper à une mobilisation sur le front ukrainien. Est-ce le début de la fin pour Vladimir Poutine? Voilà le thème de notre débat. On va l'analyser sur le plan militaire, sur le plan diplomatique et puis aussi en interne, à l'intérieur de la Russie. Et je vous présente mes invités, le général Dominique Trinquant, bonsoir, bienvenue, ancien chef de la mission française militaire française à l'ONU. Alla Lazareva, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, vous êtes merci. correspondante en France de l'hebdomadaire Ukrainsky Tisden, le seul média ukrainien avec une page en français, c'est important de le souligner. Nicolas Tenzer, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Bienvenue à vous aussi, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, directeur du journal en ligne Desk Russie et vous animez un blog sur les questions internationales qui s'appelle Tenzer Strategics. Et puis Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia, heureux de vous retrouver comme chaque semaine. Peut-être la question générale pour commencer, on rentrera vraiment dans le détail, je l'ai dit, militaire, diplomatique, etc. Mais est-ce que pour vous, Dominique Trinquant, ce mois de septembre marque, je reprends la question, hein, le début de la fin pour Vladimir Poutine? Oui, un renversement de situation, très certainement. Depuis le début de l'offensive, d'abord à Kherson, puis ensuite dans la région de Kharkiv, on voit que l'armée ukrainienne est passée à l'offensive. Depuis 6 mois, ça n'avait pas été le cas. Il y a eu des petits contre-attaques à droite et à gauche. Mais là, ce sont deux vraies offensives. Et l'armée russe, elle, recule très nettement dans la région de Kharkiv, nettement depuis 2 jours dans la région de Kherson. Donc, oui, il y a eu une alerte il y a quelques minutes, on est en fin d'après-midi, là, disant que selon les cartes russes, il y a un important recul de l'armée russe. Donc, oui, alors c'est eux-mêmes qui l'admettent. Voilà, exactement. Façon, non seulement c'est un renversement parce que l'Ukraine est à l'offensive, les Russes reculent, mais en plus les Russes l'admettent. Ils le disent et depuis plusieurs jours, on a beaucoup de critiques sur les télévisions d'État russes, sur à la fois la mobilisation,
le commandement, l'armée, etc., etc. Beaucoup de critiques qu'on n'entendait pas depuis 6 mois. Ouais. Donc c'est assez étonnant. Effectivement, il y a un renversement de situation. Ouais, on y reviendra. On peut imaginer juste que ces critiques sont admises par le Kremlin et donc font partie de la propagande. Elles font partie de la propagande. Ceci étant, ça permet d'éliminer, j'allais dire, des sous-fifres ou des intermédiaires pour ne pas attaquer directement le chef. Mais enfin, n'empêche que c'est une nouveauté. Ils le font, alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Qu'ils ne le faisaient pas auparavant. Au-delà de la situation militaire à la Lazareva, est-ce qu'il y a des signes d'un affaiblissement du pouvoir poutinien, d'après vous ? Je pense que oui, parce que justement, il y avait cette critique qui apparaît et qui est une nouveauté pour la virus. Il y a aussi plein de gens qui quittent le pays, qui essaient de le quitter. Ça aussi, on voit qu'ils désapprouvent de cette façon la politique de leur régime. Après, on voit aussi que Poutine n'arrive pas à maîtriser ses propres troupes dans le sens qu'il annonce les annexions de régions qu'il ne maîtrise pas, où chaque fois les territoires passent de plus en plus aux mains des Ukrainiens qui doivent récupérer leurs terres, donc c'est normal. Mais voilà, il y a des choses plusieurs signes qui montrent que ça ne va pas dans le sens souhaité par Poutine. Nicolas Tenzer, Poutine, le début de la fin, je le rappelle, c'est le titre de ce débat. Est-ce que ça doit être l'objectif de l'Europe, ça ? Ma réponse la fin du pouvoir de Vladimir Poutine. Ma réponse est clairement oui. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent être exprimées, évidemment, telles quelles par les dirigeants européens. On comprend que ce soit extrêmement difficile. Mais il faut non seulement que l'Ukraine gagne la guerre, mais aussi que le régime de Poutine la perde de manière totale, radicale, entière et définitive. Quand je dis le régime de Poutine, c'est bien sûr Poutine lui-même, mais ça pourrait être, le cas échéant, des personnes qui lui ressemblent, qui auraient la même idée impérialiste, de conquête, la même idéologie, la même volonté de déstabiliser les démocraties, des régions entières du monde. Regardez ce qui se passe encore ces jours-ci en Afrique, par exemple, de vouloir mettre la main sur le Bélarus, qui est déjà largement occupé par les troupes russes, avec le dictateur Loukachenko qui emboîte la main de Poutine. Regardez ce qui se passe en Syrie. Vous avez toujours, je dirais, des crimes massifs commis par l'armée russe. Je pourrais multiplier les exemples. La Junte birmane, soutenue également par la Russie. Enfin bon, donc je pense qu'en termes de sécurité mondiale, oui, nous devons avoir clairement cet objectif. Et après, il faudra, mais c'est une autre tâche et une autre paire de manches, ça prendra du temps, faire en sorte que la Russie future devienne un pays normal et démocratique. Ce n'est pas gagné d'avance. Oui, mais ça s'impose pas de l'extérieur. Ça ne s'impose pas. Et ça, voilà, déjà, là, encore une fois, chaque étape en son temps. Mais je pense que, bien sûr, nous devons avoir cet objectif. On va analyser évidemment plusieurs séquences ensemble. Il y en a une que vous avez tous vue à l'amorce du week-end dernier, puisque c'était vendredi, ce concert sur la place rouge pour célébrer l'annexion de territoires dans les 4 régions ukrainiennes. Je mets des guillemets à tout ça. Et on a choisi un extrait. Voilà ce que déclare le président russe. Nous sommes devenus plus forts parce que nous sommes ensemble. La vérité est de notre côté et le pouvoir réside dans la vérité. Cela signifie la victoire. La victoire sera à nous. À la Lazareva, comment les Ukrainiens ont-ils reçu ces images de la place rouge ? Avec beaucoup d'ironie, parce que ça nous rappelle beaucoup les discours de Brejnev. On se dit qu'on prend la machine de temps et qu'on revienne dans le passé avec donc ce président russe. On considère Poutine un mauvais perdant qui ne sait pas reconnaître ses propres défaites et est prêt à sacrifier les dizaines de milliers de vies uniquement pour ne pas reconnaître ses torts. Et aussi entraîner son pays dans un désastre. Donc, en gros, on n'a pas peur de Poutine. On est très critique vis-à-vis de lui depuis très longtemps. Et on n'a pas peur de ces menaces non plus. Oui. Comment il faut analyser, je reviens vers vous, Nicolas Tenzer, ces pseudo-référendums ? Est-ce qu'il faut leur donner de l'importance ? Ma réponse est non. Ces référendums ne changent rien. Ils ont été déclarés illégaux par l'ensemble de la communauté internationale. On voit d'ailleurs qu'ils concernent des zones qui sont d'ailleurs en partie quand même sous, évidemment, contrôle, heureusement, de l'Ukraine. Et ça ne change absolument rien, ni d'un point de vue ukrainien, ni d'un point de vue occidental. Il est parfaitement clair qu'il va falloir reconquérir intégralement ces territoires. D'ailleurs, même le président de la République le disait il y a peu de temps. Il a réaffirmé l'intégrité territoriale de l'ensemble du territoire ukrainien, ce qui signifie aussi la Crimée,
annexés depuis 2014 et je crois qu'il est très important de ne pas faire de différence dans les territoires qui ont été récemment annexés et la Crimée. Et je pense que d'ailleurs, d'une certaine manière, cette récente annexion montre que tous les discours qui disaient « oui, mais la Crimée, c'est une ligne rouge, c'est différent, etc. » Non, absolument pas. Ça fait partie du territoire ukrainien et c'est très important de le réaffirmer. Ouais. Dominique Trinquant, est-ce qu'on peut en creux se dire que ces référendums, ce n'est pas justement une marque de faiblesse de la part bien sûr. De fuite en avant? Bien sûr. Alors, il faut rappeler que ces référendums devaient avoir lieu début septembre, puis novembre, puis ont été de façon très précipitée une semaine avant, à la semaine dernière. Et donc c'était une réponse à de premières défaites militaires, on peut dire ça en quelque sorte, l'impression que ça donnait, c'est vite, on les déclare annexés avant qu'on nous reprenne tout, quoi, parce que les offensives étaient en cours. Ouais. Donc c'est effectivement une preuve de faiblesse. Les discours de vendredi, avec les deux discours, l'un vers la gouvernance russe, rassemblée dans la place Saint-Georges, dans la salle Saint-Georges, tout le monde était là, aux ordres, et ensuite sur la place où en fait les gens avaient été convoqués, et c'est une espèce de mobilisation que veut donner le président Poutine, avec sur le discours dans la salle Saint-Georges, ça m'a frappé, une petite partie sur l'annexion, et puis un grand discours en fait sur la guerre des civilisations, sur l'offensive qu'il veut lancer, parce qu'il voit bien que sur le terrain il est en train de perdre, et de la guerre des civilisations, en fait c'est à s'adresser à ces pseudo-alliés qui n'acceptent même pas l'annexion. Je veux parler de la Chine, je veux parler de l'Inde, je veux parler de la Turquie, qui eux aussi refusent l'annexion. Ils l'ont dit. Alors on les emmène sur un autre terrain. Oui, qui est, ils ciblent l'ennemi, c'est l'Occident, les puissances occidentales. Qui là peut à la limite les concerner, en particulier la Chine. Ouais. Donc il se met à l'offensive parce qu'en fait il est obligé de se défendre. Ouais, je reste avec vous parce qu'on l'a entendu dans le sujet de Samia Dechir tout à l'heure, le ministre de la Défense russe qui affirme avoir mobilisé 200 000 soldats sur les 300 000 qui étaient attendus. Alors là, je suis vraiment sur la situation militaire. Est-ce qu'ils peuvent changer la donne, ces renforts ? Alors non, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le président Poutine a lancé une demi-mesure, qui est la mobilisation partielle, où il dit 300 000, et sous l'article 7 du décret qui était camouflé, qu'on n'avait pas vu, mais qui a fuité, c'est pas 300 000, mais c'est 1,2 million. Et ceci fait suite à un appel à volontariat. Ça veut dire que l'appel au volontariat n'a pas donné ce qu'il fallait, donc on est obligé de mobiliser, et quand on mobilise partiellement, on ne satisfait pas les radicaux qui demandaient une mobilisation totale et on ne satisfait pas naturellement ceux qui sont ciblés, qui ont pour la majeure partie d'entre eux pas très envie d'y aller. Deuxième point, une mobilisation comme ça. Il faut rappeler que la mobilisation, le pendant, c'est la mobilisation ukrainienne dès le départ de la guerre. Donc il y a 6 mois. Donc là, vous avez le temps de préparer les gens. Et on voit les offensives aujourd'hui. Les offensives, ce n'est pas des gens qui étaient sur la première ligne. Ce sont des gens qui ont été formés, équipés derrière, préparés pour passer à l'offensive. Là, le problème, c'est que les réservistes qu'on appelle, on va les jeter dans la fournaise au fur et à mesure. Et au passage, parlez-moi d'être trivial, mais les anciens qui combattent depuis 6 mois, ils vont voir arriver ceux qui n'ont pas combattu, et ils vont leur dire, mon coco, moi j'ai sauvé ma peau pendant 6 mois, maintenant c'est à toi, tu passes devant. Vous voyez l'ambiance dans les unités, ça va pas être terrible. Hein, parce qu'il n'a pas le temps de faire ce qu'ont fait les Ukrainiens, de former des unités, puis organiser, commander. Ils ont perdu, vous savez que le défaut de l'armée russe, c'est qu'il y a très peu de sous-officiers. Oui, on en a donc ils ont perdu beaucoup d'officiers qui ont été obligés de se porter en avant. Et donc dans le commandement aujourd'hui, ils ont un problème majeur, c'est qu'il manque énormément d'encadrement. Et donc, s'ils ne préparent pas les unités, les forment et les envoient, j'allais dire commandés, groupés, etc., ils envoient des gens au fur et à mesure et qui vont être pris dans le chaudron, comme on dit. Et justement, est-ce que le nombre de morts qui était un tabou jusqu'à maintenant commence à être dévoilé, le nombre de morts côté russe, évidemment? Alors, il y a des indices. Vous savez qu'il y a eu des images assez frappantes de maires qui allaient parler à des policiers et qui leur disaient vous nous mentez, c'est nous qui avons attaqué l'Ukraine, c'est pas l'Ukraine, etc. C'était dans quoi? Dans les régions pauvres de Russie. Et les régions pauvres, ce sont celles qui ont déjà donné des soldats. Et là, dans la mobilisation, on leur dit qu'il faut encore en donner. Et vous imaginez dans les familles où ils n'ont pas vu revenir 1 ou 2 fils, on dit on ne va pas envoyer le 3e, c'est pas possible.
D'où la réaction de Kadyrov, d'ailleurs, qui lui envoie ses fils. Ah oui, il a annoncé ça. Oui, il envoie ses fils. Alors là, j'ai compris des gamins de 14 ans. Jusqu'à un gamin de 14 ans. Je ne sais pas quel père peut prendre cette décision-là. Vous vouliez intervenir? Oui, je voulais juste d'abord, il y a aussi la question de l'équipement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, l'équipement, je dirais, n'est pas, de première qualité. Il y a des difficultés pour avoir des pièces détachées. Ça, je pense que c'est un facteur important. Et puis surtout, je pense qu'une armée, ça se prépare très longtemps à l'avance. Quand on voit tout le travail de transformation, par exemple, que les armées de l'OTAN ont fait, ça a duré des années. Et aujourd'hui, on a quand même une armée russe qui est relativement sclérosée dans ses habitudes, ses méthodes de commandement, ses marges de manœuvre, qui a une très mauvaise connexion entre ces différents éléments terrestres, maritimes et aériens, très mauvaise information qui passe, etc. Et donc ça, on ne voit pas comment, même le type de commandement, on ne voit pas comment tout ceci, en 3 mois ou en 6 mois, pourrait être amélioré devant, au contraire, une armée ukrainienne extrêmement intelligente, mobile, subtile, qui a une pensée stratégique. Et je pense qu'on a vraiment d'ailleurs 2 systèmes. Le système russe qui se fissure de toutes parts, l'armée, mais aussi les hôpitaux, l'école, les infrastructures, la recherche. Et puis un pays qui est un pays extrêmement dynamique. Et je crois que le contraste entre les 2 systèmes n'a jamais été aussi parlant. Oui, on pourrait dire qu'il y a une double surprise. C'est à la fois la qualité de l'armée ukrainienne et puis la faiblesse de l'armée russe. Si on doit un peu analyser ce qui se passe depuis... des articles sur la modernisation de l'armée russe, et en fait, c'était une farce. Sans oublier que l'armée ukrainienne n'est pas seule. Oui, alors on va y venir. Le soutien américain, aussi bien dans le renseignement, dans l'équipement, que dans la préparation de l'opération, est gigantesque. On y reviendra en détail, évidemment. Je voudrais rester sur l'armée russe, et donc c'est alors 300 000, peut-être 1,2 million, vous nous disiez, nouveaux soldats attendus. Il y a ces avocats russes qui se disent submergés par des demandes d'aide de la part de ceux qui cherchent à échapper justement à la mobilisation. Alors regardez, je vous le propose à découvrir, c'est un avocat qui s'appelle Sergei Krivenko, il dirige Citizen Army Law, c'est un groupe de défense des droits de l'homme composé d'une dizaine d'avocats. Ça existe encore en Russie. Nous travaillons 24 heures sur 24. Ceux qui viennent nous voir sont paniqués. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils mobilisent n'importe qui et la loi les autorise à recruter n'importe qui. Alla Lazareva, qu'est-ce qu'on sait justement du moral de ces renforts et puis du mouvement, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, du mouvement pour y échapper à la mobilisation? Mais en fait, l'armée ukrainienne, elle a annoncé qu'il y a ouvert 2 lignes de téléphone où les gens qui ne veulent pas se battre mais qui ne peuvent pas échapper à la mobilisation peuvent se rendre en bonnes conditions. Donc il y a les garanties qu'ils ne seront pas rendus à la Russie s'ils ne veulent pas, selon la Convention de Genève, ou sinon ils peuvent être échangés. Parce que il y a aussi beaucoup de prisonniers pris par l'armée russe et on veut récupérer nos gens. Donc il y a cette option-là. Et ce que je sais, que ces 2 lignes sont saturées, que vraiment 24 heures sur 24, il y a les gens qui s'adressent et qui veulent ne pas mourir, ne pas tuer et échapper à cette bande de sang. Mais en Russie, cette mobilisation, c'est de l'improvisation, de la désorganisation et du mensonge. Improvisation parce que l'armée russe a été réorganisée en 2008. Depuis, il n'y a eu aucun exercice de mobilisation. La mobilisation, ça ne s'improvise pas. Il faut la préparer. D'où la désorganisation. Le président Poutine a été obligé de sortir 3 décrets après le fameux décret de mobilisation pour expliquer que les étudiants qui avaient déjà été mobilisés ne devaient pas être mobilisés, enfin pour clarifier les choses, quoi. Donc c'est vraiment complètement désorganisé. Et le mensonge, j'en parlais, on dit 300 000, en fait c'est 1,2 million. Mais pourquoi ? Pour essayer d'en avoir 300 000. Parce que c'est tellement mal fait, leur mobilisation. Et alors, on vous mélange tout. Et on vous dit, tout à l'heure, d'ailleurs, dans le reportage, vous disiez, en fait, il y a beaucoup de volontaires. Attendez, si c'est de la mobilisation, vous n'avez pas besoin de volontaires. Oui. Et si c'est des volontaires, vous n'avez pas besoin de mobilisation. Vous voyez, il y a un mélange absolument complet qui marque la très grande désorganisation depuis le début pour cette opération de l'armée russe, pour une raison simple. C'est que l'opération le 24 février, c'était quelque chose qui devait se passer en 3 jours, par surprise, parce que les Ukrainiens, d'ailleurs, il y avait un appel, soldats ukrainiens, rendez-vous, c'est pas la peine, rejoignez nos lignes. Et il y a eu un échec complet. Et là, l'armée russe a dû organiser une véritable opération. Or, la rigidité du système russe fait, sur le plan stratégique, qu'il a fallu 3 mois pour retrouver une opération qui se concentre sur le Donbass. Et maintenant, sur le plan tactique, quand Liman dit
il faut qu'on décroche. Le Kremlin lui dit non, tenez. Quand Kherson dit il faut qu'on décroche, il y a quand même 10 000 soldats qui risquent d'être prisonniers là-dedans. Eh bien, au Kremlin, on dit non, tenez. C'est leur Stalingrad, Kherson. Donc ça veut dire on tient jusqu'au bout. Mais actuellement, à l'évidence, sur le terrain, on voit bien que ça ne tient pas la route. Alors, le soutien à l'Ukraine, le soutien de la France, de l'Europe à l'Ukraine, c'était le thème du premier débat hier en ouverture, en reprise de la session parlementaire à l'Assemblée, Laetitia. Et on va faire un focus sur, ça va nous ouvrir un peu le champ diplomatique, on va dire, dans ce débat, sur le discours de la Première ministre, Elisabeth Borne, qui a pointé le positionnement flou du Rassemblement national et de la France insoumise sur l'aide à l'Ukraine, justement. C'était encore un peu plus subtil que cela, Thomas, parce qu'elle n'a cité ni les uns ni les autres, mais elle a tourné la tête à droite vers Marine Le Pen, puis à gauche ensuite vers les députés de la France insoumise. Je vous propose de revoir cet extrait. Les Russes misaient sur notre peur et notre division. L'Union européenne a montré qu'elle était forte et savait réagir. L'Europe n'a pas reculé devant les décisions courageuses. Je pense notamment à l'embargo sur les importations de charbon, de pétrole brut et de produits raffinés russes. Et ces sanctions, n'en déplaisent à ceux qui masquent leur fascination pour l'impérialisme russe par un prétendu patriotisme, elles fonctionnent. Le petit regard, effectivement. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention parce que c'était vraiment... le message était très clair. En fait, l'exécutif tente de pointer l'irresponsabilité à la fois du Rassemblement national et de la France insoumise dans leur prise de position depuis le début de la guerre en Ukraine. Elisabeth Borne est même allée assez loin parce qu'elle a dit qu'il y avait des accointances de ces deux partis avec la Russie de Vladimir Poutine. Alors, le message du gouvernement, il est clair, c'est de dire que les sanctions contre la Russie fonctionne, mais il y a aussi dans ces propos d'Elisabeth Borne un message, on va dire, de politique intérieure à destination des Français. Et oui, puisque c'est toujours l'opinion publique qui est visée dans un discours politique et l'opposition l'a elle aussi bien compris, elle a l'opinion publique dans son viseur. Écoutez la réaction de Marine Le Pen, c'était ce matin sur BFM TV. Non seulement ça ne fonctionne pas, mais de surcroît, ça sanctionne les Français. Nous allons avoir un hiver difficile et peut-être l'hiver prochain encore plus difficile que celui-ci. Et ce sera de la responsabilité de ceux qui ont pris des décisions qui étaient des décisions non réfléchies. C'est somme toute assez binaire. Le gouvernement dit les sanctions fonctionnent, il faut sauvegarder la démocratie et donc notre modèle français et donc sauver et protéger nos compatriotes quand le RN et LFI disent que finalement ces sanctions ne servent à rien et qu'au contraire elles provoquent chez nous la crise énergétique. Donc je ne dis pas que la guerre en Ukraine est instrumentalisée à des fins de propagande intérieure, mais c'est vrai que ce sujet crée chez nous une ligne de fracture dans la classe politique et l'enjeu c'est de savoir de quel côté va pencher l'opinion publique. Nicolas Tenzer, le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, menaçait de faire condamner ceux qui insinuent que le RN a des liens avec la Russie. Ça a provoqué un mot dièse, un hashtag viral sur les médias sociaux, grosso modo, où tout le monde reprenait cette formulation. Vous lui dites chiche d'une certaine façon Oui, bien sûr. Je veux dire, il est parfaitement évident que le lien entre le Rassemblement national et la Russie est établi. Il est établi depuis longtemps, non seulement avec le prêt bancaire accordé par une banque russe, à travers un certain nombre, je dirais, de discours quand même très anciens, pour ceux qui suivent le sujet, depuis longtemps du Rassemblement national. Vous aviez évoqué la sanction et les protestations contre les sanctions, soi-disant le mal que ça faisait aux Français. Moi, je les ai déjà entendus avec les sanctions pourtant beaucoup plus légères en 2014. Rappelez-vous, les sanctions, doubles sanctions financières, je dirais, à propos de l'envahissement du Donbass et la non-application des accords de Minsk, personnel avec la Crimée. On avait déjà des protestations de tous ceux qui défendaient, soi-disant, la Russie. On voyait parfaitement d'où ça venait.
Et on a vu aussi d'ailleurs un certain nombre d'industriels. On voyait la chambre de commerce franco-russe, etc., dont le directeur d'ailleurs vient d'acquérir la nationalité russe. Voilà. Quel est l'intérêt pour le Rassemblement Tout simplement, je pense que c'est un intérêt d'abord idéologique, c'est le culte de l'homme fort. Peut-être, évidemment, y a-t-il autre chose derrière. On sait quand même, on a eu quand même ce rapport, je dirais, on ne connaît pas encore toute la teneur, du renseignement américain qui disait qu'il y avait eu plus de 300 millions d'euros, ce qui paraît quand même un peu faible. Oui, ils disent c'est la fourchette basse. Voilà, fourchette basse, voilà, en direction des partis européens, essentiellement, semble-t-il, d'extrême droite, un peu d'extrême gauche aussi. 24 pays concernés. Voilà, et 24 pays concernés. Il n'y a pas eu d'enquête, enfin, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et il suffit, encore une fois, de lire l'ensemble des déclarations de l'extrême droite, le Rassemblement national ou autre, c'était aussi le cas de M. Zemmour, d'ailleurs, pour voir, encore une fois, que la complaisance est claire. Jamais ils n'ont dénoncé les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité de Poutine, ni en Ukraine, ni en Syrie. Ils ont toujours demandé à ce qu'on réhabilite le régime Assad, qu'on s'engage avec la Russie davantage. Je veux dire, il y a tous les éléments, encore une fois, les faisceaux d'indices convergent évidemment dans ce sens. Alors, je disais que ça ouvrait un chapitre diplomatique et je me tourne vers vous, Dominique Trinquant, parce que vous connaissez bien, et pour cause, le fonctionnement de l'ONU. Vous êtes venu sur ce plateau il y a quelques semaines. C'était au moment de la 77e Assemblée générale des Nations Unies à New York. Quel bilan vous en faites finalement? Est-ce qu'elle a marqué un isolement renforcé de Vladimir Poutine ou pas forcément? Alors, je pense que la dernière résolution qui a été votée vendredi sous présidence française a marqué l'isolement. Très nettement, il n'y a eu qu'un vote contre, c'est le vote russe. Il y a eu 4 votes d'abstention et 10 votes pour. Donc c'est quand même au Conseil de sécurité. Ouais. À l'Assemblée générale, je vais vous dire, j'ai été très déçu par le discours du président Zelensky. Le président Zelensky avait un boulevard devant lui. Il suffisait qu'il s'adresse à tous les non-aligned movements, les non-alignés, anciens pays colonisés. Alors il disait, mais regardez, c'est une guerre coloniale. Venez avec nous, qui sommes sous le joug d'un colonisateur qui s'appelle la Russie. Et en fait, il s'est cantonné dans l'attaque frontale du président Poutine pour aller devant les tribunaux, ce qui n'était vraiment pas le sujet. Donc je pense qu'il a raté quelque chose. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme vous le disiez, je connais bien l'Assemblée. Ouais. Vous avez cette Assemblée avec 193 pays. Déjà, la première chose qu'il faut observer, c'est qui est présent. Oui, qui est physiquement présent. Physiquement présent. Ouais. Déjà, si la salle est pleine, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que les gens sont bon. Et à la fin, quelle est la réaction? On s'applaudit, on se lève pas, etc. Et là, il a eu un résultat très, très mitigé. Et je crois que c'est parce qu'il a raté l'impact de ce discours, alors que c'était le moment pour le faire. Mais mis à part ça, je pense que maintenant, aux Nations Unies, il y a de plus en plus de pays qui étaient, disons, qui disaient « c'est pas notre guerre ». C'est neutre, tout ça, on va voir, etc., etc. Et on s'aperçoit que finalement, les seuls qui soutiennent vraiment aujourd'hui, c'est la Corée du Nord, la Syrie, peut-être le Venezuela, je ne vais pas regarder. L'Érythrée et le Nicaragua également. Mais très peu de vrai soutien. Alors maintenant, il ne faut pas se leurrer. Le discours, je reviens au discours de Poutine de vendredi. Le discours de vendredi à Poutine, donc c'est sur la place rouge, hein, celui dont on parle. Oui, moi je parle surtout celui qui a eu dans la salle Saint-Georges. Oui, dans la salle Saint-Georges. Dans laquelle, en fait, il s'adresse aux gens qui disent, et beaucoup de pays le disent dans le monde, les Occidentaux, arrêtez de nous donner des leçons, arrêtez de nous imposer vos règles. Nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas, vous comprenez. Alors il a, en plus là, il s'est adressé directement à nos partis, hein, parce que quand il a dit, il n'y aura pas en Russie de parent 1 et de parent 2, de changement de sexe et tout, il a regardé ce qui se passe chez nous, très clairement. Donc je pense que là, il s'est lancé dans cette offensive pour aller sur un autre terrain, parce qu'il se rend bien compte que l'annexion des territoires, tout ça, en revanche, ça ne va pas marcher. Alors, il y a un levier évident d'affaiblissement du pouvoir de Vladimir Poutine, c'est celui des sanctions. Et je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre. Bonsoir Steve, bienvenue pour faire... alors, on s'est concentré sur les sanctions de l'Union européenne. Oui, on en est à 7. 7 trains de sanctions ont été décidés depuis le mois de février et l'invasion de l'Ukraine. Parmi ces sanctions, on retrouve notamment un embargo sur l'essentiel du pétrole et du charbon russe, l'exclusion de plusieurs banques russes du système d'échange SWIFT, la fermeture
fermeture de l'espace aérien, des ports et des routes de l'Union européenne à l'aviation, aux bateaux et aux transporteurs russes. Il y a aussi le gel des avoirs de la Banque centrale russe hors de Russie, un embargo sur l'or russe ou encore le gel des avoirs de Vladimir Poutine et d'oligarques russes. Voilà pour les principales sanctions décidées jusque-là par l'Union européenne. Mais l'Union européenne va aller plus loin en réaction à l'annexion des territoires ukrainiens la semaine dernière. La Commission a présenté fin septembre un 8e paquet de sanctions, au menu notamment de nouvelles interdictions d'importation de produits russes dans l'Union européenne, une extension du nombre de produits dont l'exportation vers la Russie est prohibée ou encore un allongement de la liste des personnalités russes sanctionnées. Est-ce que ces sanctions fonctionnent? C'était l'objet d'une passe d'armes, Laetitia en parlait hier, d'une passe d'armes hier à l'Assemblée nationale. Un débat sur l'Ukraine était organisé et Elisabeth Borne a assuré que la méthode choisie était la bonne. Écoutez-la. L'objectif est le même depuis le début. Rendre le coût de la guerre insupportable pour la Russie. Frapper durement son économie pour l'empêcher de financer son offensive. Nous avons pris des sanctions massives et de tous les ordres. Des sanctions financières qui limitent les capacités de financement de l'État russe et des entreprises. Une position qui n'est pas partagée par le Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen considère que ces sanctions sont inefficaces. Écoutez. La politique de sanctions sur les produits énergétiques n'a pas produit les fruits attendus. La Russie n'a pas renoncé et les exportations de combustibles fossiles de la Russie s'élèvent à 158 milliards d'euros sur les premiers mois de la guerre. Dans les faits, quand on regarde de près, les sanctions fonctionnent bel et bien à condition de considérer que ces sanctions visent à paralyser l'industrie militaire russe. Sur ce point, Moscou, qui importe des semi-conducteurs pour fabriquer certaines armes, a dû reconnaître dernièrement que le pays avait 15 ans de retard en la matière et qu'il était actuellement en pénurie de composants. Conséquences concrètes sur le terrain, Thomas, plusieurs usines, notamment de missiles, sont actuellement complètement à l'arrêt. Merci Steve Jourdain. Nicolas Tenzer, sur cet aspect peut-être militaire pour commencer, il y a un effet des sanctions qui est évident dans la faiblesse de l'armée russe dont parlait le général Trinquant tout à l'heure. Absolument. Donc là, c'est vraiment les sanctions marchent. Elles fonctionnent parce qu'effectivement, on le voit, les avions russes de chasse ne peuvent plus recevoir un certain nombre de composantes. Il y a une pénurie massive d'armement. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Maintenant, si on prend l'ensemble des sanctions, y compris sur l'alimentation financière de l'effort de guerre, là, on a effectivement peut-être quelques problèmes. Le premier, c'est bien sûr que vous avez un certain nombre de pays qui contournent les sanctions, notamment la Chine, notamment la Russie, sur le plan financier également les Émirats arabes unis, il y en a quelques autres aussi qu'on pourrait mentionner, et donc ça fait que la Russie dispose toujours d'un trésor de guerre, ce qui pose une vraie question d'ailleurs pour les pays occidentaux qui sont en lien avec ces pays, et pour certains avec lesquels il y a des accords, des traités. Comment est-ce que nous, occidentaux, de manière nécessairement discrète, ça n'a pas à être public, pouvons-nous convaincre ces pays de renoncer à contourner cet effort de guerre? On notera par exemple que la Turquie a commencé, qu'elle s'est retirée du système MIR, qui est un système de transaction de paiement, et donc elle a commencé, je dirais, à avoir une attitude, disons, plus raisonnable dans sa politique à l'égard de la Russie. Maintenant, troisième élément quand même, on peut dire que ces sanctions, elles sont très bien, elles sont très bonnes, beaucoup plus fortes qu'en 2014, mais qu'on doive passer au 8e train de sanctions, demain peut-être 9e, 10e, montre qu'on n'a pas frappé très fort assez vite. Je ne donnerai que deux exemples. D'abord, il y a un certain nombre de banques, ça a été rappelé, qui ne sont pas actuellement, banques russes, qui ne sont pas actuellement sous sanctions. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'oligarques ou de personnes qui sont en quelque sorte l'épine dorsale du Kremlin. Et il y avait une liste qui avait été, de ce point de vue-là, émise par l'association anticorruption créée par le dissident russe en prison, Alexei Navalny, qui disait qu'il y a 6000 personnes qui doivent être sanctionnées. On est loin de ces 6000 personnes, y compris juges, procureurs, journalistes, voilà. Mais sanctionnent sur les interdictions de voyager, gel des avoirs à l'étranger, interdiction pour les enfants, par exemple, d'aller faire des études dans des pays européens ou aux États-Unis. Je pense que ça, c'est évidemment important. Et troisième élément, très rapidement, on voit par exemple certaines sociétés, y compris en France ou dans des pays européens, qui continuent des sociétés, des filiales nationales européennes de sociétés russes, qui continuent à recevoir un certain nombre de financements indirects de la Russie.
Donc il y a un vrai problème d'application d'un certain nombre de sanctions et je pense que ce sont des sujets sur lesquels effectivement les Européens devront travailler encore plus. Je voudrais qu'on parle un instant, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais de la stratégie ou de l'action de Volodymyr Zelensky, parce que c'est vrai qu'on est focalisé beaucoup sur la Russie et que les prises de parole de Volodymyr Zelensky, on peut avoir le sentiment qu'elle se répète un peu, qu'elle lasse un peu. Comment vous analysez, vous, sa stratégie, et notamment sa stratégie de mobilisation de nos opinions publiques occidentales? Est-ce qu'elle continue de fonctionner d'une certaine façon, cette stratégie, d'après vous? Mais ça, c'est difficile pour moi d'évaluer à quel point ça fonctionne. Par contre, je dois quand même dire que Zelensky, il est peut-être le premier dirigeant, pas seulement ukrainien, qui s'adresse systématiquement, régulièrement et sans arrêt à tous les parlements, au gouvernement, aux différentes assemblées. Certes, certains discours sont plus réussis, les autres moins réussis. Quelquefois, c'est bien ciblé, quelquefois, c'est moins bien ciblé. C'est un humain qui peut avoir ses erreurs aussi. Mais je pense qu'il s'applique beaucoup et qu'il amène beaucoup de son expérience, en fait, de la vie avant qu'il a rentré en politique, parce que c'est un communicant. Oui, c'était un comédien. On l'a suffisamment raconté. Voilà, donc c'est ce qu'il sait faire. Il sait parler aux gens, il sait trouver les mots très simples. Et je pense aussi que si on parle de l'impact pour la société ukrainienne, il est soutenu. Il parle avec les paroles qui touchent les gens. Et je pense que son soutien, c'est quelque chose comme 90% actuellement. C'est énorme. En fait, vu que le pays est en guerre, vu que les gens sont tristes, beaucoup. Et il y a pourquoi, malgré ça, souvent on a la tendance à rapporter toutes ces frustrations sur le pouvoir. Je pense que tous les peuples sont pareils dans cette façon de voir les choses. Et là, quand même, malgré ça, il est soutenu. Alors, oui. Je voudrais que vous détailliez ce que vous aviez commencé à dire tout à l'heure. C'est le moment de nous donner vraiment plus d'informations là-dessus sur l'ampleur du soutien américain. Parce qu'on dit qu'il y a les armes, il y a les livraisons d'armes, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est bien plus que ça. Bon, c'est le renseignement. D'abord, c'est la formation depuis 2014. Hein. Oui. Les Américains et les Britanniques en particulier ont été présents en Ukraine et ont formé l'armée ukrainienne depuis 2014, soit en Ukraine, soit aux États-Unis, soit en Angleterre. Et ils continuent. Hein. Il y a toujours des soldats ukrainiens qui sont formés en Grande-Bretagne, 10 000 à peu près en ce moment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le renseignement. Si vous voulez, quand vous avez le renseignement américain, il y a une vingtaine de satellites à peu près qui observent partout, l'électronique, l'optique, etc. Ça donne une information de première main qui est facile. Et puis, la préparation des offensives. Les deux offensives, Kherson, Kharkiv, qui ont été, vous vous en souvenez, moi, je me souviens, sur les plateaux télévisés, les journalistes étaient choqués en disant « mais on ne peut pas avoir d'informations, on ne peut pas y aller ». Je dis « c'est normal, c'est la guerre, c'est pas votre rôle d'y aller ». Bon, évidemment, je comprends que le journaliste ait envie d'y aller. Mais c'était le blackout complet. Et en revanche, il y a eu préparation, voire répétition des opérations. Et les opérations, on le voit, débouchent et débouchent bien. Et débouchent au bon endroit. Avec une manœuvre assez simple, vous savez, en termes militaires, fixer, déborder. On fixe à Kherson et d'un seul coup, vous avez les Russes qui voient ça, qui envoient des troupes quasiment de la première armée de la garde, hein, les premières troupes pour aller à Kherson, le trou se crée, ils attaquent dans la région de Liman, enfin qui débouche à Liman, mais la région du Nord. Pourquoi ? Parce que les Russes avaient dégarni. Et à ce moment-là, l'opération, elle, progresse à Kherson. Et là, depuis 2 jours, on est en train de voir que, comme ils ont coupé la logistique depuis longtemps, avec les HIMARS qui servent à ça, en fait, à taper loin pour taper tous les nœuds logistiques. Et la logistique, c'est quoi ? C'est les missiles C'est les missiles qui vont à 80 km et qui sont extrêmement précis. Eh bien, ils coupent la logistique. Donc, les Russes qui reposent sur le nombre d'obus à envoyer par jour, en ont moitié ou un quart et n'y arrivent plus. Et ils commencent à être enfermés dans Kherson également. Ouais. Donc c'est une manœuvre qui est bien montée de tout point de vue du renseignement, de la manœuvre et des feux. Mais vous l'avez dit vous-même, c'est très difficile pour des journalistes occidentaux d'aller vérifier par eux-mêmes. Donc comment peut-on donner ces informations-là ? Elles nous arrivent de l'armée ukrainienne. Elles nous arrivent de l'armée. Il peut aussi y avoir une part c'est intéressant de propagande. Parce que, vous savez, il y a beaucoup les OSINT, Open Sources Intelligence. Oui. Vous en avez partout. Hein. Vous regardez, il y en a partout. Et dans celle que je regarde, on vous note les points
et on vous dit confirmation russe, confirmation ukrainienne. D'accord. Donc c'est pas uniquement les Ukrainiens. Ouais. C'est-à-dire que vous avez vraiment la confirmation. Et bien sûr, c'est pour ça que parfois pendant 48 heures, on se dit alors qu'est-ce qui se passe? Puis au bout de 48 heures, on dit ça y est, ils sont arrivés là. Ben oui, parce que pendant 48 heures, ils n'en ont pas parlé. Au moment du franchissement d'une rivière, par exemple, qui est une manœuvre extrêmement compliquée à monter, ben on n'en parle pas tant qu'on n'est pas de l'autre côté et qu'on n'a pas pris l'ensemble de la rivière. Et on brouille le plus possible les conversations, les liaisons, ce que vous disiez, le blackout. Là aussi, ça c'est une des grandes surprises qu'on a eues. C'est dans le système occidental, tout est brouillé. Dans le système russe, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de brouillage. Alors, ils brouillaient les autres systèmes, mais en revanche, ils parlaient en clair. Et ce qui a permis aux Ukrainiens en particulier, puisqu'ils parlaient la même langue, de rentrer dans les réseaux. Alors, on ne parle pas la même langue, mais on comprend le russe. Oui. On a notre langue à nous. Oui, mais il y a quand même pas mal d'Ukrainiens qui parlaient russe. Et donc, qui étaient capables de rentrer dans les réseaux. Et qui souvent ont fait le choix d'arrêter de parler russe, d'ailleurs, dès le début du conflit. Alors, la dernière fois qu'on a eu un débat sur l'Ukraine sur ce plateau, vous nous avez dit de ne pas surestimer la menace nucléaire, mais bon, je vais quand même l'évoquer parce que depuis, il y a eu ces prises de parole, notamment du président tchétchène, on l'a cité tout à l'heure, Ramzan Kadyrov. Il y a eu aussi l'ancien chef de l'État, l'ancien Premier ministre aussi russe, Dmitri Medvedev, qui ont d'une certaine façon souhaité, Nicolas Tenzer, que l'armée russe utilise des armes nucléaires dites tactique ou de faible puissance. Je ne vais pas vous faire répéter ce que vous avez déjà dit la dernière fois. On en parlait ensemble il y a 2 semaines. Vous dites quoi? Vous dites c'est de la gesticulation, c'est quand même, il y a peut-être peut-être une menace quand même à prendre en compte si Poutine est affaibli. Comment vous l'analysez, ça? Premièrement, effectivement, prendre en compte, oui, bien sûr. Ce serait totalement irresponsable qu'un chef d'État ou de gouvernement ne prenne pas en compte une menace aussi terrible. Parce qu'encore une fois, une arme tactique, c'est quand même pas uniquement 10 fois une bombe thermobarique, c'est quand même quelque chose d'extrêmement puissant. C'est plusieurs dizaines de fois quand même Hiroshima ou Nagasaki, donc c'est pas rien. Bon, ça, bien sûr. Il nous laisse croire que ce sont des petites bombes, mais voilà, c'est pas des. Enfin, je veux dire, on n'imagine pas une petite bombe qui tient sur cette table. Ça reste de l'arme nucléaire. Ça reste de l'arme nucléaire. Donc, quand même, soyons clairs. Deuxièmement, c'est bien sûr un discours de propagande qu'utilise Poutine d'ailleurs depuis longtemps, même depuis bien avant la guerre. Et là, je dis, faisons attention, gardons la tête froide, parce que il y a quand même d'abord un discours pour terroriser, pour faire peur aux populations. Et on voit aussi, y compris d'ailleurs chez nous, en Europe, en France en particulier, un certain nombre de propagandistes qui disent, voilà, vous voyez, il a l'arme nucléaire, donc il faut s'asseoir à la table de négociation, il faut discuter avec M. Poutine, il faut céder. Et ça, c'est une tactique que M. Poutine, pendant 22 ans, a très bien utilisée et qui a fait que l'Occident a toujours reculé depuis la Tchétchénie, mais surtout en Géorgie en 2008, en Ukraine déjà en 2014, après ce qui s'est passé évidemment en Syrie à partir de 2015, où les troupes sont arrivées en automne 2015 donc dans ce pays, et on a toujours reculé parce qu'il y avait toujours cette idée de cette menace. Même quand elle n'existait pas, d'ailleurs, parce qu'en Syrie, on voyait mal, de toute manière, la Russie utilisait cette arme. Donc faisons très attention et surtout ne jouons pas sur la peur. Parce qu'il y a trop de gens, je trouve, qui jouent sur cette peur. Bien que Emmanuel Macron ne cesse de condamner l'invasion russe, il continue de s'asseoir et de discuter avec Vladimir Poutine. Donc pourquoi ? Si ce n'est pas... il prend aussi en compte, je pense, ça, pardon Laetitia, mais on ne va pas répondre à cette question parce qu'il nous reste assez peu de temps, moins de 5 minutes, et je voudrais qu'on parle de l'intérieur du territoire russe. Tiens, une info de cette fin d'après-midi, le Fonds de lutte contre la corruption, c'est l'organisation d'Alexei Navalny qui est lui emprisonné. Eh bien, ce Fonds de lutte contre la corruption annonce rouvrir ses bureaux en Russie pour lutter contre la mobilisation et la guerre en Ukraine. Alla Lazareva, qu'est-ce qu'on sait des premiers cercles, deuxième cercle du pouvoir autour de Vladimir Poutine et du soutien maintenu ou pas? Mais en fait, on dit souvent qu'il est représentant d'un certain clan, qu'il n'est pas si indépendant que ça, que justement récemment on avait l'interview, je pense, d'une des personnes, Pogachev, qui était ancienne amie de Poutine, qui n'est plus son ami, il paraît, qui disait qu'il est que représentant d'un certain groupe de gens qui ne le laissent pas faire tout ce qu'il veut. Et donc, on mentionne le nom de Patrushev et on pense même que son fils peut-être peut être préparé comme une des remplaçants de Poutine au cas où il lui arrive quelque chose. Il paraît qu'il est malade. À quel point elle est malade, on ne sait pas, mais il est toujours accompagné par une foule des médecins. Donc, en fait, tout ça, c'est très, très opaque. C'est très difficile d'avoir les vraies informations bien confirmées. Vous avez bien parlé que, justement, bien sourcer et bien vérifier, c'est très, très difficile, surtout quand il s'agit de Kremlin qui veut faire tout pour embrouiller tout le monde. Mais en gros, c'est vrai qu'il y a tous ces
tous ces radicaux, tous ces gens qui veulent la guerre, qui veulent reconstruire l'Union soviétique et aller plus loin si possible, qui ont l'air d'influencer beaucoup les décisions de Poutine. Et donc, est-ce qu'ils arriveront à imposer encore leur volonté? C'est peut-être ça la grande question d'aujourd'hui. Si je vous entends, ça veut dire, Dominique Trinquant, que si Vladimir Poutine tombe, ce ne sera pas forcément pour un pouvoir plus favorable à l'Occident. Il peut y avoir les durs ou les aigles. Oui, les plus durs, mais je vais vous dire, moi, très égoïstement, ça ne me gêne pas. Moi, je ne suis pas fait pour réguler ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. Je suis fait pour protéger mon pays. Et je me dis que si quelqu'un arrive, quel qu'il soit, après Poutine, ça ne sera plus celui qui a lancé cette guerre. Et donc la négociation devrait pouvoir être plus facile. Je mets ça sous conditionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que tout sera plus facile que de négocier avec Poutine, qui ne veut pas négocier et qui est dans sa logique d'aller jusqu'au bout. Vous comprenez ? Un extrême pourrait très bien dire « Eh bien, écoutez, il a tout raté, moi je vais vous redresser la Russie, mais pour ça, il faut qu'on discute pour pouvoir remettre la Russie sur les bons rails. » Un dernier mot sur quand même cette je ne sais pas quel terme employer, cette épidémie, cette série de morts violentes qui frappent les oligarques. On a appris hier qu'un haut responsable de la compagnie ferroviaire nationale russe s'était suicidé, je mets des guillemets, sur son balcon. On approche des 10 oligarques morts dans des conditions violentes et douteuses. Alors là aussi, c'est très compliqué, Nicolas Kenzer, parce que voilà, on manque d'informations, fiables sur cette série, mais enfin, ils sont tous très maladroit, manifestement. Oui, enfin, de toute manière, la plupart des meurtres en Russie, y compris des meurtres d'opposants politiques, n'ont pas été vraiment élucidés. Je veux dire, ça, il faut le savoir. Maintenant, si vous regardez ce qu'écrit, par exemple, l'ancienne journaliste du Financial Times, Catherine Belton, dans son livre « Les gens de Poutine », qui est le meilleur livre, à mon avis, sur tout le système russe, elle montre que depuis le début, vous avez un système mafieux qui lie Poutine, le crime organisé, d'ailleurs quelqu'un comme Prigojine, vous savez, le chef de la milice Wagner, c'était quand même un ancien repris de justice, et les services de sécurité. Donc là, on assiste, sans pouvoir prononcer sur tel ou tel cas, bien sûr, sur le fond, on n'en sait rien, on ne sait pas qui c'est pas nécessairement Poutine qui a dit il faut tuer monsieur machin, etc., ça, on n'en sait rien, mais je veux dire, ce sont des pratiques mafieuses, et ce sont des pratiques mafieuses dans ce pouvoir russe. Donc je pense que c'est ça qu'il faut considérer. Si vous permettez juste une petite parenthèse. Très vite. Voilà, très vite. Sur la suite de Poutine, oui, effectivement, il faut évidemment que Poutine tombe. Soyons évidemment très vigilants pour la suite, parce qu'on peut avoir, non pas pire, ça je n'y crois pas, ça c'est aussi un discours de propagande de ceux qui veulent dire il faut quand même conserver Poutine, on sait qui il est, etc. Mais on peut avoir effectivement des gouvernements dangereux, donc ne relâchons pas tout de suite les sanctions, faisons très attention à la manière dont on discute avec cette future Russie. Merci beaucoup, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat et à bientôt dans ce Sens Public.